Bonjour à tous. Bonjour Colomban. Bonjour Lise. On va encore attendre quelques petites minutes pour, laisser le temps aux gens de se connecter, suite au dernier email de relance que l'on vient d'envoyer. En tout cas, j'espère qu'il fait aussi beau, chez vous que chez nous. On voit déjà, dans les participants quelques noms connus et aussi des gens qu'on ne connaît pas encore, mais, c'est super. Bonjour à tous. Ah, allez, je vous écris un bonjour aussi, hop. Bon, c'est vrai que comme vous avez pas de micro, c'est sûr que ça fait un peu moins interactif, mais en tout cas, sachez que j'ai les yeux sur le chat pendant tout le webinaire, donc hésitez pas, à communiquer, discuter, on est là pour vous. Vous pouvez réagir aussi, mettre des petits cœurs comme ça. Oui, Ah, ou vous alors, pouvez si ce que je raconte, ça vous effraie, vous pouvez aussi mettre ça. et je pense qu'on va vous effrayer peut-être. Ah, on va forcément parler de délit d'entrave, droit d'alerte, Ah, expert, un petit oui, teasing pour commencer. ça voilà, déjà. Et ouais, le délit d'entrave, ça fait peur. Et oui, vos micros Mmh, sont coupés d'office. C'est, aussi beaucoup pour éviter, vous savez, ce il problème y a du monde, de hein. Ouais, c'est qu'il y a du monde dessus. couper. Est-ce que vous pouvez couper vos Écoutez-moi. micros? Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Là, on a gagné du temps, on vous a tous mis en mute. Bon, ce que je vous propose, parce que de toute façon, on reviendra dessus, au cours de ce webinaire, c'est que je fasse l'introduction, qui va vous présenter aussi un peu rapidement Agrumes et comme ça laisse le temps aux dernières personnes de se connecter et puis je referai un topo sur Agrumes à la fin du webinaire pour les retardataires. Donc, bah, déjà, je tiens à vous remercier, d'être là aujourd'hui et de participer, à notre webinaire qui a donc pour objet, ce fameux, comité social et économique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lise Pimard, je suis directrice générale d'Agrumes et donc avant de laisser, mon éminent acolyte, Colomban se présenter, je me permets quand même un rapide topo sur Agrumes qui sponsorise ce webinaire, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc Agrumes, c'est avant tout un logiciel de gestion RH, qui est, assez unique en son genre. Pourquoi unique? Parce que déjà, il a été développé par des avocats en droit social et aussi parce que grâce au travail, fourni, par ces avocats, toutes les procédures que vous pouvez faire dans cet outil, on parle de contrat, d'avenant, de rupture aussi, vont être vérifiées conformément à votre convention collective. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est presque à 350 conventions collectives modélisées dans l'outil. Vous allez me dire: «Il nous en manque», mais ça en fait déjà un certain nombre. Et donc tout ça, ça va être vérifié par rapport à cette convention collective, à vos accords si vous en avez ou tout simplement au droit du travail. Alors là, vous me direz: «Il a l'air super, votre outil, mais quel rapport avec le CSE?» Eh bien, je vais vous répondre, parce que pour continuer d'accompagner nos clients justement dans la gestion, de leur gestion sociale, nous avons développé un module, pour vous aider à piloter votre CSE. En quelques mots, vous pouvez dans Agrumes préparer vos réunions, rédiger les PV, ou encore organiser un vote pendant la réunion. Mais tout ça, comptez sur moi pour vous en reparler un petit peu plus tard. Donc pour terminer cette petite introduction, je vous le redis, donc ce chat, est à votre disposition. On veut ce webinaire interactif même si vous êtes tous en mute. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. C'est votre jour de chance puisque vous allez bénéficier aujourd'hui d'une consultation avec un avocat, gratuitement.
Et c'est quand même pas mal. Sans plus attendre, du coup, je laisse la parole à Colomban de la Monneraie. Maître, c'est à vous. Merci. Alors, merci pour cette introduction qui me met un peu la pression, parce que maintenant, ça en génère des attentes, il va falloir y répondre. Donc, l'objectif est Peut-être de que tu peux commencer par te présenter. me présenter, tout à fait. Donc, Colomban, je suis avocat en droit du travail, j'exerce depuis 2006. Et dans le cadre de mon parcours, j'ai été amené à m'intéresser à la modélisation et ce qui a fini par donner agrume au bout d'un certain temps sur la partie individuelle et la partie CSE. C'est ce qu'on va vous présenter. Donc, dans le travail de modélisation, en fait, il y a eu un travail assez important d'automatiser, de mettre en œuvre des principes qui peuvent paraître assez fouillis sur le CSE. On a dû reprendre en fait le code du travail et vraiment formaliser des étapes pour permettre aux responsables relations sociales ou aux DRH ou aux chefs d'entreprise de respecter ces obligations. Et c'est ce qu'on va essayer en fait de vous donner au travers de 3 cas pratiques pour que ça soit plus vivant. Mais c'est vraiment ces points qui sont issus de la pratique, issus des dossiers qu'on a pu avoir, des contraintes auxquelles ont été confrontés nos clients, pour mettre en place des modes opératoires qui permettent à la fois de faire les choses facilement et surtout de conserver la preuve, les traces, conserver la preuve en cas de contentieux ou de contrôle de l'administration. On va peut-être lancer le premier cas pratique. Allons-y. Et on a mis alors le premier cas pratique. Alors, attends, on va déjà lire le cas pratique. Donc, Oui. une société de 100 personnes qui vient d'être achetée, qui va être fusionnée dans une structure de 3500 salariés. Bon, évidemment, vous dites ça à quelqu'un qui fait du marketing et vous met Elon Musk. Cela implique un déménagement, des modifications de poste, une harmonisation du statut social des salariés, des modifications de la structure de rémunération et un changement des outils de travail. Voilà, vous êtes l'employeur, vous devez préparer la première réunion d'information et de consultation du CSE. On a mis en place des petits sondages pour vous faire participer et puis voir aussi les réponses que vous donnez. Donc, on peut peut-être lancer le premier. Voilà. Donc, Waouh! Quelle efficacité! est-ce que vous devez informer et consulter le CSE sur un tel projet? Réponse A. Ça fait un peu question pour un champion quand même, je suis en train de me dire. Oui, parce que ce projet va affecter la structure des effectifs. Réponse B, oui, parce que ce projet va impacter les conditions de travail. Réponse C, oui, parce qu'il va modifier l'organisation juridique de l'entreprise. Réponse D, non, parce que je suis l'employeur et je fais ce que je veux. Ouais. Je peux voter moi aussi en fait. Tout à fait, on peut tous voter. Je vous encourage du coup à voter. Alors, moi je connais les réponses, du coup je triche. Alors, on commence à voir vos retours, sur la partie sondage. Colomban, tu sais, c'est le bouton à droite, Ouais, en je bas, je vois l'ai, sondage. je l'ai. Il est avocat, hein, donc c'est pour ça que je l'aide un petit peu sur la partie informatique. Et visiblement personne, n'impose son choix parce que c'est lui l'employeur et qu'on fait ce qu'on veut. Alors, vous ne pouviez pas vraiment vous tromper, hein, c'est réponse ABC. C'est un tour de chauffe, hein, c'est pour vous présenter le premier texte qui impose à l'employeur d'informer et consulter le CSE. Alors, je vais pas vous donner le numéro de texte, hein, ce serait peut-être un peu abscon. Mais donc, le Code du travail prévoit dans les entreprises d'au moins 50 salariés que le CSE doit être informé, consulté sur les questions qui intéressent l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise, notamment lorsqu'on a des mesures qui vont affecter le volume ou la structure des effectifs. C'est probablement le cas dans mon cas pratique. La modification de son organisation économique ou juridique. Ici, on a une fusion, on a une modification de la structure juridique. Les conditions d'emploi et de travail, je déménage, ouais, forcément, on va avoir des modifications sur les conditions de travail et peut-être d'emploi si ça implique des modifications de poste.
Voilà, en gros, enfin, je vais pas tout vous lister, mais c'est l'idée générale à retenir. Donc, lorsque ça affecte la marge générale de l'entreprise, il faut se poser la question s'il faut informer et consulter le CSE. En général, quand vous vous posez la question, c'est qu'il faut le faire. Bon, enfin, en général, oui. La jurisprudence, en général, est quand même relativement abondante pour, comment dire, considérer que le CSE aurait dû être consulté dans les cas qui ont été soumis au cours. De manière générale, si vraiment vous posez la question, il faut que vous soyez en présence d'une décision d'aménagement important qui va modifier les conditions de santé, les conditions de travail, les conditions de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des répercussions significatives dans votre entreprise. Si, par exemple, vous êtes en train de, je sais pas moi, de changer de logiciel uniquement pour la partie RH qui concerne 5 salariés et que votre entreprise, elle en fait, je sais pas, 350, c'est pas forcément une décision d'aménagement important. Par contre, même topo qui vont concerner 5 salariés sur une trentaine ou une cinquantaine si vous n'êtes pas dans les obligations, là, clairement, oui, ça va être significatif. Donc, tout est question d'appréciation de fait. N'hésitez pas, c'est le moment si vous voulez, poser une question sur quelque chose qui vous concerne, sur un cas où vous vous posez la question: «Est-ce que je dois ou non solliciter, mon CSE?» C'est le sujet, c'est le moment. Donc le premier point, c'est il faut que votre projet ait des répercussions significatives dans l'entreprise. Il faut que ça soit une mesure pérenne également. Si c'est une mesure temporaire, vous n'avez pas forcément à informer et consulter. Et le dernier point, il faut que ce soit une mesure collective. Si vous êtes en train d'envisager un changement de poste, aussi important soit-il, le CSE n'a pas à être consulté. Donc là, dans mon cas, je fais un combo, hein, clairement, je vais déménager, donc ça va impliquer une réorganisation de l'entreprise, un aménagement de nouveaux espaces de travail, un réaménagement du temps de travail probablement, puisque les salariés, les 100 personnes qui sont transférées vont se retrouver dans un environnement collectif qui va être différent. Probablement également des modifications des méthodes de travail, des process de production, ils vont se retrouver dans un autre secteur géographique, d'autres transports, je l'ai déjà dit ça. Bref, voilà, clairement, sur un déménagement, vous ne posez même pas la question, il y a une information obligatoire. Maître, Obligatoire. Oui. nous avons une question. Tu n'étais pas obligé de m'appeler maître. Hein. Moi, je trouve ça rigolo. Si on déplace au sein de l'entreprise un service du rez-de-chaussée vers le premier étage sans ascenseur, est-ce qu'on est dans le cadre d'une information ou d'une consultation, les deux? Ça m'évoque une jurisprudence, ça. Ah. Donc ça m'évoque ces questions pièges. Je me souviens plus la réponse de cette jurisprudence, mais il me semble que non, enfin dans le cas présent. Non, mais c'est vraiment une question de fait, ça dépend des impacts concrets que ça va avoir sur les salariés. Est-ce que on va modifier, est-ce que ça change rien? Est-ce qu'ils vont monter un étage à pied? Par principe, je vais répondre non. Par contre, si vous êtes en train de me dire qu'il y a 10% de l'effectif qui est en fauteuil roulant, la réponse, ça va être oui. Peut-être une autre question. Si l'élu CSE est absente pour maladie, doit-on quand même la prévenir? L'élu CSE est absente pour maladie. Est en arrêt maladie. Donc vous êtes dans un cas où il y a une seule élue, hein, si je comprends bien. Et donc votre CSE, il n'est pas. En fait, vous allez le convoquer, mais il ne va pas se réunir, donc vous n'allez pas pouvoir faire votre information consultation. C'est pas prévu par les textes, ce cas-là. Du coup, pas d'information consultation. La question, c'est est-ce que vous avez un suppléant? En fait, vous n'allez pas pouvoir tenir votre réunion. Donc là, je prends pas de réponse à cette question. Désolé. Vous pouvez envoyez-nous par email, on pourra regarder quand même. Je vous avais dit, c'est consultation gratuite aujourd'hui, c'est jour de chance. Je passe à la slide suivante. Deuxième question. Donc toujours sur notre cas pratique. Comment annoncer le projet? Faut-il segmenter les sujets? Faut-il adopter une approche globale? Alors, bon, toutes les situations sont différentes. Hein. Vous avez bien compris quand même qu'on est sur des appréciations in concreto. Mais de manière générale, il y a quand même 2 points que vous devez prendre en compte. Il faut prendre en compte l'angle juridique, évidemment, et la stratégie.
Sur l'angle juridique, on va vous dire qu'il faut consulter sur un projet qui est suffisamment élaboré, mais qui n'est pas irréversible. En gros, il ne faut pas que la décision soit prise et que la consultation elle soit purement de pure forme. Je vous donne un exemple qui est tiré de la jurisprudence. Et si vous consultez sur un déménagement alors que vous avez déjà rompu votre bail et que vous avez déjà conclu le prochain, vous êtes dans le cadre d'un délit d'entrave. Donc tout ce qu'on dit, en fait, la grosse tarte à la crème qui arrive, c'est le délit d'entrave. Hein. Donc il y a un délit, comme son nom l'indique, une infraction pénale, et qui peut vous amener devant un tribunal correctionnel, ce qui n'est pas très agréable. Sur un projet comme on l'évoque, sur le cas pratique, en fait, vous allez avoir plusieurs choses à faire. Vous allez vous déménager. Le fait de déménager, vous ne savez pas où vous allez. Vous avez un projet, mais vous ne savez pas exactement où vous allez. Hein. C'est la définition même, il ne faut pas que ce soit irréversible. Donc, par essence, la modification des postes et l'harmonisation, la configuration des nouvelles conditions de travail, vous ne les connaissez pas. Donc, très probablement, il va falloir faire d'abord une consultation sur le déménagement et ensuite une consultation sur les modifications des postes. À chaque consultation, vous avez un vote. Donc, ça se matérialise par probablement une réunion, un vote, un temps de latence avec une nouvelle information, une nouvelle réunion, un vote, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle dans la jurisprudence les décisions échelonnées. Le deuxième point, c'est la stratégie. Vous êtes sur des projets qui sont importants, qui vont impacter la vie de vos salariés de manière importante. Ça va certainement susciter des interrogations, des craintes. Vous avez tout intérêt à utiliser, le terme n'est peut-être mal choisi, mais utiliser le CSE pour vous aider à faire passer le message, à mener en fait la conduite du changement. Et en général, il ne faut pas feuilletonner. Donc vous commencez pas à faire une consultation sur un déménagement en disant non mais vous inquiétez pas, ça changera rien du tout derrière. Et puis une fois que vous avez fait votre déménagement, finalement il faudra modifier quand même quelques postes. Si vous commencez à faire ça, vous allez susciter des craintes automatiquement. Donc il faut quand même avoir une approche globale. Maintenant, comme on a dit, juridiquement, vous ne pouvez pas faire une seule consultation. Donc l'objectif, ça va être de transmettre le projet global aux membres du CSE, fixer un calendrier général sur lequel vous allez identifier chaque étape de la consultation, enfin chaque étape du projet pour que chaque étape se termine par une consultation. Vous allez placer des dates sur ces étapes. C'est important parce que ça vous permettra aussi d'avoir un contrôle sur votre calendrier et de vous y référer si, je sais pas, ils demandent une expertise quelque part ou ça traîne sur l'information. Le but, c'est vraiment d'associer les membres du CSE sur le projet. Et pour ça, voilà, il faut avoir une vision globale. Vous avez la possibilité de faire un accord. C'est un bon outil dès le démarrage de la consultation, prévoir dans un accord avec le CSE, voire un accord d'entreprise, pourquoi pas, les étapes qui seront fixées. Et cet accord va contraindre le CSE en cas de contentieux ou en cas de friction. Question 3. Il y a des questions peut-être? Non, parce que comme tu réponds pas, les gens ils posent plus de questions. Je plaisante. Il n'y a pas de questions pour le moment. C'est que c'était clair. C'est que c'était très clair, on va absolument. dire ça. 3. Quelles sont les réactions à anticiper? Comment y répondre? Changement, peur du changement, ça peut générer des refus, d'obstruction. Donc c'est aussi pour ça que vous avez tout intérêt à mettre le CSE de votre côté. Il sera votre relais auprès des membres du personnel. Faire attention quand même au CSE, il a un certain nombre de moyens d'obstruction. Donc le premier, ça va être de dire qu'il n'a pas été suffisamment informé. Donc tant que l'information n'est pas complète, les délais de consultation ne courent pas. Et s'il y a un contentieux sur la nature de l'information, l'employeur comme les membres du CSE peuvent saisir le tribunal. Le tribunal compétent, c'est le tribunal judiciaire qui doit répondre dans un temps rapide, mais qui sera certainement pas suffisamment rapide pour ce que vous voulez faire. Le deuxième point, il peut demander une expertise. Alors, il faut qu'il soit dans un cas d'expertise, je ne vais pas trop anticiper parce qu'on va en reparler un peu plus tard, mais s'il n'est pas dans un cas d'expertise, il peut par exemple lancer un droit d'alerte.
économique, en disant mais attendez, là on est en train de faire une fusion, ça va remettre en cause nos ressources et générer des difficultés. Et dans le cadre du droit d'alerte, il peut demander une expertise, ce qui va rallonger les délais. Alors on parle de délai, c'est parce qu'il peut attendre jusqu'au dernier moment pour donner son avis. Il a, sur une consultation normale, il a 1 mois pour rendre son avis. Et si au terme de ce délai d'1 mois, il a rien dit, c'était le jeu en fait avant c'est une réforme relativement récente. Et avant, le CSE, en fait, il donnait pas d'avis, ce qui empêchait l'employeur de se prévaloir d'une consultation. Et en cas de contentieux, on avait quand même, on n'était pas très à l'aise. Ça créait un aléa judiciaire assez important. Donc aujourd'hui, on va considérer qu'au bout d'1 mois, si le CSE n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir rendu un avis négatif. S'il a demandé une expertise, le délai il monte à 2 mois. Et si vous êtes dans une structure complexe, c'est-à-dire que vous êtes en train d'informer à la fois, consulter à la fois des comités d'établissement et un comité central, dans ces cas-là, ça peut monter à 3 mois. Voilà. Et puis, au bout du bout, il peut invoquer un délit d'entrave si, par exemple, il estime que vous ne voulez pas l'informer, ou que vous refusez de mettre en place une expertise, ou que vous refusez une consultation. Et dans ces cas-là, il va saisir le tribunal correctionnel. Voilà, donc, sur les réactions anticipées, c'est ça. Donc, pour éviter, prévoyez du temps pour votre consultation, ce qui n'est généralement pas facile. Pourquoi ? Parce que, en général, les décisions, elles ne sont pas prises par les RH, elles sont prises par les chefs d'entreprise ou le comité d'administration pour qui le droit du travail n'est clairement pas une priorité. Donc, ils vont vous mettre dans la boucle en dernier recours. Et résultat, vous vous trouvez bloqué sur ces calendriers, ça va stresser tout le monde, ça met le CSE dans une position de refus d'obstruction. Donc, c'est aussi à vous, DRH ou responsable des relations sociales, à bien faire passer ces messages, que le droit social peut impacter considérablement les projets qui veulent être mis en œuvre par la direction, et que le CSE peut être vu, et le droit du travail dans son ensemble, peut être vu plutôt comme une aide, plutôt que comme une contrainte. Voilà, évidemment, fournissez la bonne information et multipliez les réunions au besoin, mais voilà, ça nécessite d'avoir le temps, donc de s'y être pris relativement à l'avance. Point 4, pas de questions? Toujours pas. Les gens sont toujours là? A priori. Alors peut-être ils se sont endormis. Non, c'est passionnant cette histoire de déménagement de CSE. Quel est le contenu de l'information à fournir? Doit-on élaborer un calendrier dès le moment de l'information? C'est un peu ce qu'on vient de dire en fait. Oui, c'est mieux de se projeter en fait sur l'intégralité de l'opération et de projeter avec vous les membres du CSE. Donc établissez un calendrier, c'est, moi à mon sens, essentiel. Sur l'information à fournir, alors on a un vieux texte de 84, mais qui est toujours d'actualité, qui dit qu'il faut fournir une note d'information, l'information devant être suffisamment précise pour permettre au CSE de se prononcer. Et aujourd'hui, on a aussi la BDES, qui est devenue BDES-E. Sur un projet comme celui-ci, vous avez tout intérêt à avoir la BDES-E à jour, pour que les membres du CSE puissent s'y référer s'ils ont besoin d'informations sur les effectifs, par exemple. Mais vous n'allez pas vous exonérer de rédiger une note pour indiquer les conditions du déménagement, où est-ce que vous allez aller, les conditions de transport, les nouvelles conditions de transport, etc., etc. L'information doit être écrite. Je vous conseille de la faire dès le niveau de la convocation. Pourquoi ? Parce que vous gagnez du temps sur les délais de consultation. Et si jamais il y a une expertise, l'expert aura accès à tous les documents qu'il estime utiles à sa mission. Donc, sur ce genre d'opération, vous avez tout intérêt à lancer au maximum, à être le plus transparent possible, pour ne pas susciter de doutes ou d'interrogations qui pourraient conduire le CSE à nommer un expert, afin que l'expert accède à des documents auxquels ils n'ont pas accès. Toujours pas de questions? Toujours pas. Eh bien, 5e question. Comment matérialiser la consultation et maîtriser la communication? Alors, ça, c'est vraiment un point essentiel, c'est ce qui nous a guidés sur l'élaboration de notre solution.
La consultation entraîne un vote. Donc c'est un vote qui est libre en général. Enfin, vous pouvez voter à main levée, vous pouvez faire des petits papiers, vous faire du vote électronique, sauf dans des cas très restreints où le vote doit être à bulletin secret. C'est en cas de, je crois que c'est le licenciement d'un salarié protégé ou du médecin du travail. Donc c'est vraiment rare. Alors rien ne vous empêche de faire du vote à bulletin secret pour tous les votes. Hein. Le vote et les décisions sont prises à la majorité, donc c'est 50% des membres titulaires plus une personne. Le président ne prenant pas part au vote. Enfin, sauf sur des cas très, très restreints, mais c'est pas le cas dans le cas pratique. Donc le vote va matérialiser la consultation et il doit être retranscrit dans un procès-verbal. Le procès-verbal, c'est vraiment l'acte que vous allez produire en justice ou devant l'inspecteur du travail si jamais il y a un contrôle sur la réalité et le bon déroulement de la procédure d'information-consultation. Donc ce procès-verbal, il faut que vous vous assuriez qu'il retranscrive que vous avez bien fourni l'information utile et suffisante aux membres du CSE, que le délai d'examen a été suffisant, qu'il y a eu un débat. Information-consultation nécessite des échanges entre l'employeur et les membres de la délégation du CSE, ce qui normalement va se traduire en procès-verbal par des questions auxquelles vous avez tout intérêt à apporter des réponses. Et enfin, l'avis, où donc c'est le vote qui va être indiqué, sachant que le vote, c'est une délibération collective. On ne va pas juxtaposer l'expression d'opinion individuelle. Donc c'est vraiment l'acte important. Le problème, c'est que c'est pas vous qui le rédigez, c'est le secrétaire. Et ça c'est une pratique qu'on voit mais régulièrement dans des entreprises où le procès-verbal est rédigé par l'employeur, soit parce que c'est les pratiques, soit parce que le secrétaire ne veut pas le faire. C'est indémontrable. Voilà, soyons clairs. L'employeur ne peut pas rédiger, il ne peut pas participer à la rédaction du procès-verbal. Il peut juste apporter des corrections. Donc, en général, c'est le secrétaire qui va le rédiger. Il le transmet à l'employeur. L'employeur peut faire des annotations. Et le procès-verbal va être publié avec ces annotations. C'est important d'avoir un secrétaire adjoint dans ce cadre-là. Parce que si je rebondis là sur la question de l'absence pour maladie, c'est assez fréquent qu'on ait besoin de lancer une procédure d'information consultation urgente. On va avoir le problème au niveau de la convocation, puisque le secrétaire doit valider l'ordre du jour. Et puis là, au niveau de la rédaction du procès-verbal. Quand le secrétaire est malade, s'il n'y a pas un secrétaire adjoint, on est sur un vide juridique, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, voilà, quand vous mettez en place vos CSE, nommez un secrétaire adjoint, ça ne mange pas de pain et vous serez bien content le jour où ça se produit. Cher Colomban, nous avons des questions. Ah. La première, est-ce que tout ce formalisme s'applique quand on est dans une entreprise de moins de 50 salariés? Non, alors tout ce qu'on est en train de raconter, c'est plus de 50. Non, mais c'est bon. Continue. C'était juste ça. C'est la... D'accord. Non, la fin de la question... Oui, pardon. Moi d'abord. Puisque dans ce cas de figure, le CSE a les compétences des anciens DP. Voilà, ça, je suis arrivée au bout de ma question. Vas-y, tu peux répondre. Oui, dans les moins de 50, en fait, vous n'avez pas du tout ce genre de choses. Les seules obligations, c'est de tenir une réunion par mois sur un jeu de questions-réponses. Mais sur un déménagement, vous n'avez pas une obligation d'information, consultation. Donc voilà, tout ce qu'on est en train de dire, j'espère que vous n'allez pas partir, mais tout ce qu'on est en train de dire, c'est des entreprises de plus de 50. Ok, une autre question? Oui. Comment faire lorsque le secrétaire du CSE rédige le PV et que le service RH ou le président souhaite effectuer des modifications et que le secrétaire du CSE refuse ces modifications? Alors, vous avez un texte pour ça. Alors, je l'ai pas noté, mais dans le Code du travail, il est bien indiqué. Non, c'est la jurisprudence. C'est la jurisprudence qui prévoit que l'employeur est en droit d'apporter des corrections au procès-verbal. Pour éviter ce genre de situation, c'est toute l'importance d'avoir un bon dialogue social. Pour éviter ce genre de situation, c'est bien d'avoir un règlement intérieur ou un accord CSE dans lequel vous prévoyez ce genre de cas. Ok.
Alors, un autre problème, c'est que le secrétaire a normalement un délai pour rédiger le procès-verbal, donc il est fixé soit par accord, comme on vient de le dire. À défaut, c'est 15 jours. Et on l'a dit, hein, souvent, quand vous êtes sur des informations consultations obligatoires, vous êtes dans des délais qui sont relativement courts. En général, ce délai de 15 jours, il n'est pas respecté. Et pire, on a aussi des cas où le procès-verbal va être en fait validé à l'occasion de la réunion suivante, c'est-à-dire 2 mois plus tard. Donc ça veut dire que vous avez fait votre information consultation, votre acte, enfin votre projet, votre mesure passe, vous n'avez pas la preuve que la consultation s'est bien déroulée. Donc si jamais ça dérape et qu'il y a du contentieux, vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate. Donc, bien garder ça à l'esprit. Sur le contenu, les discussions, elles peuvent être intégralement relatées, mais elles peuvent être aussi résumées. Ça, c'est laissé à la libre appréciation du secrétaire. C'est pareil, c'est bien de voir ça en amont, dans un accord, pour qu'il n'y ait pas de discussion le jour où vous êtes sur des opérations qui sont un peu délicates. Et sur la communication, c'est au secrétaire de communiquer le CSE aux membres du comité. Par contre, après, rien n'est dit sur la diffusion au sein de l'entreprise. C'est pareil, il vaut mieux prévoir ça, ces cas par accord. Ça peut être soit une version du PV qui va être expurgé des informations confidentielles, ça peut être un résumé, ou il peut être transcrit de manière complète. Voilà, C'est à moi? Ouais. Vas-y. Jingle. C'est le moment de la page de publicité. Parce qu'on fait des petits placements de produits et que ça s'y prête bien, puisque je tenais à vous parler de notre outil, en tout cas de cette partie dans notre outil dont je vous ai rapidement parlé au début, qui est la possibilité de faire des votes CSE à bulletin secret pendant la réunion. Dans l'outil et de manière totalement illimitée, vous pourrez vous servir, lorsque vous serez client Agrumes ou quand vous l'êtes déjà, de cette solution qui vous permet de faire voter vos membres du CSE pendant la réunion de manière sécurisée et de recevoir ainsi vos résultats et rapports de vote immédiatement pour pouvoir les intégrer du coup sur le compte rendu de la réunion. Ce qui est quand même extrêmement pratique lorsque vous faites beaucoup de télétravail par exemple, ou simplement parce que vous voulez dans des consultations spécifiques comme Colomban l'a dit, éviter que les gens se rangent à celui qui a la plus grande bouche, si je peux me permettre, en voyant que cette personne lève la main pour voter et que finalement tout le monde va le suivre par peur des représailles. Donc voilà, je voulais vous parler de cette solution de vote électronique. Et j'avais un petit jingle, une petite musique, mais bon, je me suis dit que ce serait peut-être de trop à ce moment-là. Et sans transition, nous allons pouvoir passer au Ah non, tu as une remarque à faire peut-être? Non, vas-y, moi ça m'a fait rigoler le jingle, mais c'était une remarque. Ouais, je sais, je sais. Mais pour le marketing, pour la prochaine fois, on mettra aussi une petite chanson, Agrumes, CSE pour vos procédures, sans pépin bien sûr. Avant de passer à la slide suivante, nous avons une question. Si l'avis rendu par le CSE ressemble davantage à un tract syndical qu'à un avis motivé, l'employeur peut-il demander la modification de cet avis? Bah, c'est pareil, hein, c'est le principe, c'est le secrétaire qui a la main sur la rédaction du PV, donc vous pouvez faire une annotation, vous pouvez demander, vous pouvez en fait marquer votre désapprobation, mais il y aura les deux versions qui seront affichées sur le PV. Donc on peut pas modifier l'avis, on peut juste indiquer qu'on n'est pas en accord avec cet avis, en fait. Ouais. Après, en pratique, je l'ai vu dans de nombreux dossiers, en fait, hein, où l'employeur relie carrément et fait des annotations carrément sur le PV. Mais voilà, si vous faites ça, sachez que potentiellement, on pourrait saisir, un membre du CSE ou le secrétaire lui-même pourrait saisir le tribunal correctionnel. Depuis le début, j'ai l'impression qu'ils peuvent saisir le tribunal correctionnel un certain nombre de fois, quand même. C'est le délit d'entrave, ça marche, c'est la tarte à la crème, ça marche dans tous les cas. Après, alors, est-ce que ça aboutit, c'est autre chose, hein. On va peut-être passer au cas pratique, parce que Tout à fait. je vois que ça tourne à l'heure. Alors quand c'est moi qui parle, il faut aller vite, c'est ça, hein, ouais. Non. Cas pratique numéro 2. Alors, une société en pleine difficulté économique envisage un plan de sauvegarde de l'emploi. Il implique la suppression de 10% des effectifs, une réorganisation profonde du poste de 50% des autres salariés, avec baisse de salaire, modification du contrat de travail.
Vous êtes l'employeur et vous devez préparer votre première réunion d'information et de consultation. Et vous avez, si vous êtes très bien payé, vous avez bien mérité votre salaire. Et si c'est pas le cas, c'est le moment de demander une augmentation. Parce que vous allez faire le tampon. Là, en fait, c'est pareil que tout à l'heure, mais dans une configuration où il peut y avoir des réactions violentes. Vous allez faire clairement un tampon entre employeur et représentants des salariés. Donc, bon courage à vous. Ok. Est-ce que c'est pas le moment du sondage d'ailleurs? Quelle procédure mettre en place? Ah oui, si, vas-y. Tout à fait. Ah, et le voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je te laisse le lire. Je vais essayer de répondre à la question sur le premier étage. Ok. Quelle procédure mettre en place dans ce cas-là? Petit a, prévenir, ou grand A d'ailleurs, prévenir les forces de l'ordre pour qu'elles se tiennent prêtes en cas de violence. Commencer par dissocier la procédure en 2 consultations distinctes. Venir avec une brosse à dents et une chemise de rechange, sans oublier le dentifrice. C'est vrai aussi en fait, hein. C'est tiré de la réalité, hein. Voilà, c'est vrai. On avait hésité à mettre des images, plus actuelles sur des sujets RH un peu difficiles comme, Air France ou les pneus Goodyear, mais on savait pas qui allait participer au webinaire et on voulait pas avoir de problème. Ah voilà, peut-être on en aura. Alors je vais voter. Hop. Alors, les votes sont en cours. Bon, les gens ont du bon sens, hein, quand même, puisque, à 85 il faut en effet, commencer par dissocier la procédure en 2 consultations distinctes et venir avec une brosse à dents et une chemise de rechange. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise réponse si elle est associée à la réponse de la procédure, puisque ça peut être, bien de le prévoir et parfois même conseillé, si je ne me trompe pas, Colomban, par les personnes qui accompagnent les DRH sur ces sujets un petit peu touchy. Ouais, tout dépend dans quelle situation on se trouve, mais clairement, c'est des choses à évoquer en fonction de la nature du projet et de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Il y a des employeurs qui se sont retrouvés séquestrés plusieurs jours. Le coup de la chemise, c'est le DRH d'Air France qui s'est fait poursuivre et qui a dû enjamber un grillage pour pouvoir échapper à ses poursuivants. Et au passage, il s'est fait déchirer sa chemise. Donc, voilà, ça peut mal se passer. Et vous pouvez clairement anticiper ces débordements. Ça peut être vous assurer de la disponibilité d'un huissier, pourquoi pas des forces de l'ordre si on est vraiment très loin. Clairement, dans certains cas, on conseille à l'employeur de faire sa valise. On est d'accord, Colomban, c'est quand même pas la majorité des cas qui se déroulent de cette manière. Non, heureusement. Heureusement. Donc en général, vous allez effectivement mettre en place une double information consultation, puisque le texte le code du travail vous impose d'informer à la fois sur la restructuration et à la fois sur la compression des effectifs. C'est assez piège, ça se voit pas forcément, même si c'est clairement établi par la pratique. Donc ça veut dire qu'il y a 2 procédures distinctes à mener, ça veut dire 2 votes. Pas forcément de réunions, hein. Vous pouvez les faire succéder si vous êtes sur un licenciement de 5 personnes, par exemple. Mais il faut bien qu'on ait ces 2 informations, ces 2 votes différents, et donc on ait un avis sur chaque question. Si vous êtes sur des procédures un peu plus grosses, prenez en compte tous les cas de rupture, hein. Il va y avoir la mise à la retraite, enfin, s'il y en a, mais vous allez certainement avoir des départs volontaires ou des départs négociés, sauf ce qui est rupture conventionnelle homologuée ou celles qui vont résulter d'un accord collectif. Donc voilà, ces procédures doivent prendre large. Si vous êtes entre 2 et 9 salariés, dans tous les cas, vérifiez bien votre corpus conventionnel. En fonction il y a certaines conventions, je pense à la Meta par exemple, où il va falloir mettre en place il va falloir informer les syndicats pour mettre en place des actions sur l'emploi. Si vous êtes entre 2 et 9 salariés, il va falloir prévoir au moins une réunion et toute la documentation écrite.
Donc, vous fournissez les motifs, le nombre de licenciements, les catégories visées, les critères d'ordre, les calendriers, etc. Vous avez également, si vous êtes à plus de 10 salariés, il y a un certain nombre de changements à prendre en compte. Vous allez négocier un PSE. Donc, ça veut dire que vous avez des syndicats dans la boucle et les textes ne déterminent pas dans quel ordre il faut consulter. Alors, en général, clairement, commencez par négocier le PSE parce que sans le PSE, vous ne serez pas en mesure d'avoir une information consultation qui tienne bien. Mais voilà, tous ces éléments sont à prendre en compte dès le démarrage, d'autant que les délais ne sont pas les mêmes. Si vous êtes sur moins de 100 salariés, c'est 2 mois. Si vous êtes 200 à 250 salariés, c'est 3 mois. Et si vous êtes à plus de 250 salariés, c'est 4 mois. On enchaîne? Ouais, on peut enchaîner. On en a un petit peu parlé des problèmes à anticiper dans ce cadre-là. C'est la même chose, mais en pire. C'est là où vous aviez un CSE, vous avez un projet qui pourrait être perçu comme quelque chose de positif. Là, vous êtes clairement sur un projet négatif. Donc, vous allez avoir des réactions d'opposition, c'est certain, et toute l'importance d'avoir un bon dialogue social pour que vous puissiez vous appuyer sur les membres du CSE, d'une certaine mesure en tout cas. Si vous avez un accord d'entreprise ou un règlement intérieur du CSE, ça sera extrêmement précieux, puisque ça va encadrer votre procédure. À défaut d'accord CSE ou de règlement CSE, si les membres du CSE sont d'accord, vous pouvez aussi prévoir une espèce d'accord cadre dès le démarrage de la consultation pour essayer de baliser tout ce que vous allez présenter par la suite. Donc voilà, selon les cas, il faudra anticiper les réactions de violence, le piquet de grève, les réactions, les contentieux potentiels. Si vous avez un refus de PSE, par exemple, vous n'allez pas pouvoir licencier, il faudra reprendre, et surtout un contrôle de l'administration. Donc, à tout moment, à la différence du premier cas, il faut s'attendre à avoir des observations, des propositions, voire des injonctions. Voilà, je pense que pour balayer, c'est pas mal. Comment gérer la communication? Ouais, on pourra en parler des heures. Pareil, la communication, c'est un vaste sujet, mais... N'hésitez pas, si vous voulez venir un jour déjeuner avec Colomban et parler pendant des heures de CSE et d'organisation de PSE, il est à votre disposition. Parle pas de déjeuner, j'ai faim. Donc, visez bien votre communication, intégrez bien la communication, déjà vis-à-vis des membres du CSE, évidemment, c'est eux qui vont répercuter votre discours vis-à-vis des salariés, mais vous pouvez aussi avoir, vous aurez nécessairement une communication directe vis-à-vis des salariés. Il ne faut pas squeezer le CSE, c'est important, sinon encore le délit d'entrave qui risque d'arriver. Donc, toute la communication doit être évoquée avec le CSE et, dans la mesure du possible, faite en accord avec le CSE. Prévoyez également votre communication vis-à-vis des tiers. On est dans des difficultés économiques, ça va impacter l'image de l'entreprise. Donc, ça va impacter forcément vos ventes, peut-être les actions commerciales pour les prospects. Donc, voilà, la communication, c'est un élément essentiel. Il ne faut pas hésiter à se faire aider sur les gros enjeux. Je fais une petite parenthèse. Aélis, donc, qui est salariée à Grume, a fait ses recherches pendant que nous parlions pour répondre à la question de Christine Bonnet sur le changement d'étage. Donc, merci beaucoup Aélis. Et en parallèle, nous avons une nouvelle question. Est-ce que l'employeur peut intervenir, remarque ou refus, dans la rédaction du règlement intérieur du CSE? Alors, oui. Alors, le règlement CSE, c'est un document qui est, ce qu'on appelle un document atypique. C'est un accord entre les membres du CSE et l'employeur. Donc, évidemment, il peut intervenir, il peut diriger la rédaction, il peut proposer un projet. Par contre, il faudra que ça soit validé par l'intégralité du CSE. À mon sens, alors, l'employeur peut participer au vote lorsque c'est des questions d'administration. À mon sens, c'est une question d'administration, même, peut-être qu'il y a une jurisprudence, mais si c'est le cas, je ne la connais pas. Mais en tout cas, c'est des choses à mettre en place, en accord de toute façon avec les membres du CSE. En espérant que ça a bien répondu à votre question. Pourquoi j'étais pas clair? C'était très clair, c'était extrêmement clair.
Oui, c'est tout bon, c'est tout, Et c'est très clair. la réponse pour le... Alors, pour ton information, la Cour de cassation s'est Oui. prononcée en 2017 sur la consultation du comité d'entreprise s'agissant d'un projet d'installation d'une partie des salariés sur un demi-étage supplémentaire. Et donc, Aélis nous remonte que si ce projet n'entraîne aucune modification, ni des conditions, ni de l'organisation de travail, ni de la durée, etc., et s'il n'est pas démontré que la location de ces bureaux est de nature à obérer la situation économique et financière de la société, alors le projet ne relève pas de la consultation obligatoire du CSE, du CE. Non. Bon, par contre, si vous avez beaucoup de personnes en fauteuil roulant, le fait de ne pas avoir d'ascenseur, ça a peut-être un impact. Hein. Évidemment. Mm. Une nouvelle question avant de passer au point suivant. Comment contrôler les heures de délégation? Lors d'une journée de délégation, l'employeur peut-il demander aux élus l'endroit où ils se trouvent par souci d'accident du travail, par exemple? Alors là, je ne sais plus exactement la règle. Il faut qu'il y ait une déclaration qui soit faite sur la prise d'heures de délégation. Par contre, il n'y a pas de contrôle possible par l'employeur, normalement. Je veux bien la question par écrit pour y répondre de manière plus précise. Ou peut-être à Élise. Aélis, C'est pas une question compliquée, le temps qu'on avance, on aura la réponse. OK. Je On vais a pas donc vous dire mandaté de Aélis. bêtises. Aélis, la pression est sur toi du coup, sur cette question. Comment contrôler les heures de délégation? Lors d'une journée de délégation, l'employeur peut-il demander aux élus l'endroit où ils se trouvent? On avance et on laisse Aélis à ses recherches. Eh ben, cas pratique suivant. Alors, On est quand même bon en marketing, hein, moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vous qui l'avez fait. Hein. Je vais te laisser lire parce que j'ai toujours le sondage sur l'écran et je ne vois pas le cas pratique. alors il faut que tu valides le sondage pour le DRH doit préparer la réunion annuelle de consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les orientations stratégiques et la situation économique et financière. Il envisage de présenter les résultats de l'entreprise avec des éléments chiffrés précis, dont certaines données qu'il juge sensibles, comme les pertes de l'année en cours et la rémunération en hausse des dirigeants. Bah ouais, mais franchement, moi je peux comprendre à un moment donné, ça fait pas plaisir. On a dû mettre un petit sondage, je crois, non? Euh, Je suis pas sûr. Qui convoquer? Alors attends, si c'est Ah bien oui, la si, question on a qui est mis, oui, ça amène la exactement question. Ouais, tout et à fait. absolument. Ouais, vas-y. Alors, première question, qui convoquer? On vous a fait un petit sondage pour amener les réponses. C'est parti. Alors, Oh là là. réponse A, un expert comptable. Évidemment, il y en a plusieurs. Hein. Un expert comptable, les membres titulaires, les membres suppléants, les représentants syndicaux, le médecin du travail, l'inspecteur du travail, le commissaire aux comptes, le président de la société et l'avocat de la société. Bon, tu devrais mettre une petite musique d'attente le temps que... Et voilà, un truc comme ça. Oh, moi, j'en sais pas du tout. Si tu peux t'en douter un peu quand même. Bah, c'est pas si Depuis le simple. temps. Hein. Depuis le temps que tu présentes le produit. Hop. Ah, bah, je suis pas la seule à douter. Il y a quand même des questions, des réponses variées. Moi, je suis sûre qu'il y a un piège. Ah, on ne pouvait en choisir qu'un. Mathilde a fait la Non, modification. mais non, on peut en choisir plusieurs. Oui, oui, Mathilde a fait la Mm. modification. Ah d'accord, pardon. Alors, Ah, oui, le là, grand gagnant de la convocation est les membres titulaires, bon, bah, suivis de pas si près par le médecin du mm. travail, talonné par le commissaire aux comptes et l'inspecteur du travail au même niveau que le président de la société. Bon, je pense Mais qu'on par a contre, bon. notre grand perdant est l'avocat de la société qui, lui, ne Mm. sera pas convié à cette réunion. Je pense qu'on a bien fait de poser la question. Alors, obligatoirement, il faut inviter tous ceux qui composent le CSE, donc les élus titulaires, les élus suppléants et les représentants syndicaux. Ne pas convoquer les élus suppléants, c'est un délit d'entrave, par exemple. Peu importe qu'ils assistent ou pas aux réunions, il faut qu'ils soient convoqués comme un titulaire. Oui, sachant que normalement, ils vont assister aux réunions que si le titulaire n'est pas là.
Ensuite, on a mis, donc, il y a des personnes extérieures qui sont obligatoirement convoquées. C'est le cas du médecin du travail et de l'inspecteur du travail lorsque les sujets les concernent. Et c'est le cas de la politique sociale de l'entreprise. On ne l'a pas mis dans le questionnaire, mais il y a le médecin du travail et le responsable du service de sécurité des conditions de travail à convoquer. Et pareil avec l'inspecteur du travail, il y a aussi l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale à convoquer. Donc, obligatoirement. Après, vous pouvez avoir des personnes extérieures qui sont obligatoirement convoquées si le CSE le demande. Ça va être le cas de l'expert comptable. Et là, il a un droit d'expertise dans ce cas-là. Ça peut être le commissaire aux comptes. Et voilà. Après, vous avez d'autres personnes qui peuvent assister selon la configuration du CSE. Alors, il peut y avoir les collaborateurs de l'employeur. L'employeur peut venir avec 3 collaborateurs qui ont voix consultative. Il n'y a pas besoin de les convoquer, hein, mais ils peuvent être présents. Vous pouvez avoir un sténographe aussi, qui va rédiger le PV, c'est possible. Le sténographe, il est mis en place par accord du CSE. Et il peut y avoir d'autres personnes, comme l'avocat de la société, mais là, il faut l'accord de la délégation du personnel et de l'employeur. Donc, on ne peut pas imposer, ni l'employeur, ni la délégation du personnel ne peut imposer quelqu'un extérieur à toutes les personnes qu'on vient de nommer. Et le président de la société, il va pas être convoqué parce que c'est lui qui a la responsabilité de convoquer. C'était une question piège. Donc du coup, on peut passer au point suivant puisque le temps passe. Ah bah non C'était le placement de produits. Puisqu'on parle de convocation, et c'est vrai que je l'avais abordé au début en présentation, Agrumes vous permet aussi de gérer ces convocations, ces fameuses convocations, de manière assez simple, puisque les avocats ont bien fait leur travail et ont intégré dans une bibliothèque toutes les thématiques que vous pouvez retrouver pour vos réunions du CSE, qui vont permettre de les sélectionner et de générer automatiquement finalement votre convocation avec l'ordre du jour. Et surtout, en fait, vous pourrez envoyer directement ces convocations depuis Agrumes en quelques clics et vous recevrez en retour une attestation comme quoi le document a bien été envoyé et qui, si je ne me trompe pas, Colomban, est fait foi juridiquement. Tout à fait. Il vaut mieux le valider par un accord de CSE ou un règlement intérieur. On revient toujours au même truc. Hein. Question 2. Quel est le degré de précision préconisé? La transparence est-elle une bonne chose? Alors bon, là, on vise... c'est une question assez récurrente, hein, quand même, la rémunération des dirigeants. Alors, en plus, si c'est dans une situation pareille, c'est d'autant plus sensible. Ça pose la question de l'accessibilité des documents aux membres du CSE. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il fallait leur fournir une information utile. Et on a dit également que la loi avait récemment mis en place la base de données économiques et sociales et environnementales, donc BDESE, dans lequel va figurer un certain nombre d'informations. Si vous êtes dans une entreprise de moins de 300 salariés, vous allez devoir mettre dans la base, dans la BDESE, les évolutions salariales par catégorie, par sexe, les salaires de base minimum, les salaires moyens ou médians par sexe et par catégorie professionnelle. Donc automatiquement, il y a une catégorie qui va devoir viser plus ou moins les dirigeants d'entreprise. Donc vous pouvez jouer un petit peu là-dessus, mais les salaires, ou le salaire moyen en tout cas, va arriver dedans. Il faut également mettre la rémunération des financeurs, la rémunération des actionnaires, donc ça peut aussi donner des informations. Et si vous êtes une société anonyme, là, il n'y a pas de choix, il y a un texte précis qui indique qu'il faut mettre le montant global des rémunérations versées aux 5 personnes les mieux rémunérées si vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés, ou les 10 personnes les mieux rémunérées si vous êtes une entreprise de plus de 250 salariés. Donc, il n'y a aucune donnée nominative. Hein. D'ailleurs, le législateur a pris soin de mentionner que si jamais on a une catégorie qui permet d'identifier une personne, en gros, si une personne fait la catégorie à elle seule, on ne va pas mettre cette information. On va la mélanger avec d'autres informations pour qu'on ne puisse pas identifier la personne. Mais, voilà, si c'est tous les dirigeants dont la rémunération est montée, ça risque de se voir. On est toujours sur la
la même ligne, hein. Donc vous fournissez l'information utile et la BDSE aux membres du CSE. Si jamais ils ne sont pas contents de ces informations qu'ils estiment pas très précises, en fait, ils veulent savoir combien gagne le patron, quoi. Ils peuvent avoir recours à l'expert. Et l'expert, lui, va avoir un accès très, très, très élargi à l'information. En fait, il a accès aux mêmes informations que le commissaire aux comptes. Donc, clairement, il va les avoir, les rémunérations. Et il y a un autre aspect également, c'est que l'expert est seul juge des documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Donc, dans la limite de sa mission, mais enfin, très, très pratiquement, il va pouvoir obtenir ce genre d'informations. Sous peine de délit d'entrave, hein, c'est toujours le même point. Alors, on va détailler à la question suivante pour l'expert, mais voilà, c'est pas parce que l'expert a l'information que les membres du CSE vont l'avoir. Et d'ailleurs, nous allons le détailler rapidement puisqu'il ne nous reste que 5 minutes. D'accord, bon vas-y, on voit. Donc, que faire si un expert est désigné? Les transitions sont bien faites, hein, quand même. Alors, l'expert, on rappelle, hein, il peut être désigné dans le cadre des 3 consultations récurrentes. Donc là, on est dans le cadre des 3. Je le dis très vite, hein, peut être également désigné en cas d'opération de concentration. Ça n'arrive pas tous les jours. En cas d'exercice de droit d'alerte économique, donc qui peut être déclenché à tout moment, hein, par les membres du CSE si jamais ils estiment que l'entreprise court à sa perte. Licenciement collectif d'au moins 10 salariés, il y a également les OPA et la négociation d'un accord de performance collective, on a un PSE, ou l'examen du rapport relatif à l'accord de participation. Voilà, c'est tous les cas où on peut avoir un expert comptable dans les pattes. Le CSE peut également recourir à un expert habilité en cas de risque grave ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité. Il y a aussi la légalité professionnelle dans les entreprises d'au moins 300 salariés. Une des premières questions, c'est le financement. Alors, en général, si on a un expert comptable sur les consultations, enfin c'est pas en général, hein, si on a un expert comptable sur les consultations sur la situation éco et financière, c'est l'employeur qui prend à 100%. Dans tous les autres cas, il y a un partage entre l'employeur et le CSE à hauteur de 80% pour l'employeur, et donc 20% pour le CSE. Le comité peut également recourir à des experts dits libres, donc en dehors des cas qu'on a évoqués, et dans ces cas-là, c'est sur son budget de fonctionnement. Il faut faire attention à la procédure. Pourquoi? Parce que vous pouvez contester en tant qu'employeur. Donc au moment, dès la désignation de l'expert, les membres du comité vont établir un cahier des charges, je crois que c'est le terme qui est utilisé par la loi, dans lequel on va fixer la mission de l'expert. Ils vont désigner dans les 3 jours l'expert, et ils vont désigner l'expert, et l'expert, dans les 3 jours de cette désignation, va solliciter les informations dont il a besoin pour réaliser sa mission. Et l'employeur a 5 jours pour répondre. Donc, faut pas rater ces dates-là. Et surtout, il ne faut pas les rater parce que vous avez la possibilité de contester dans un délai de 10 jours, qui est très, très encadré. À savoir que si vous voulez contester la nécessité de l'expertise, c'est dans les 10 jours qui suivent la délibération du CSE, qui désigne l'expert, enfin qui décide du recours à l'expertise. Vous pouvez contester le choix de l'expert, si, je sais pas, vous estimez par exemple qu'il n'est pas impartial. Dans ces cas-là, il faut le faire dans les 10 jours de sa désignation. Et, ça c'est important, vous pouvez également contester le coût prévisionnel ou le coût final de l'expertise qui va notifier à l'employeur. Et bon, je ne veux pas casser du sucre, hein, mais en général, comme c'est désigné par le CSE et que c'est payé par l'employeur, les prestataires, ils s'en privent pas, ils mettent des charges, des coûts relativement élevés, voire très très élevés. Donc voilà, si vous êtes, faut pas rater ces délais-là, si vous êtes dans l'optique de contester un de ces éléments sur l'expertise. L'expert, donc on a dit. Toujours pas fini? J'avais un petit mot à dire. Vas-y, je t'en prie. On a dit qu'il doit avoir libre accès dans l'entreprise pour les besoins de sa mission. Quand il intervient dans le cadre de consultations obligatoires, les consultations récurrentes, il a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, donc c'est très large. Il peut demander des documents supplémentaires, c'est lui qui juge des documents dont il a besoin, mais il est tenu à une obligation de secret professionnel
qui est aussi destiné à faire interface avec les membres du CSE. L'expert ne va pas communiquer les documents qui lui sont donnés aux membres du CSE. Voilà. C'était très clair. Si je ne me trompe pas, nous arrivons donc au bout de ce webinaire. Alors, je ne vous refais pas tout un speech sur Agrum. Vous avez compris l'idée, hein, c'est de vous aider sur le pilotage de votre CSE. Néanmoins, j'espère qu'en tout cas, ce webinaire vous a plu, que Colomban, qui est avocat malgré lui, n'a pas été trop ennuyeux pour les non-initiés. En tous les cas, on vous remercie. Si jamais vous avez besoin d'informations sur Agrum ou simplement confirmer les questions que vous avez posées, sur lesquelles vous n'avez pas forcément obtenu de réponse, à moins que Aélis est en train de taper. Et bien voilà, Aélis répond en live à la question sur les heures de délégation. Merci beaucoup Aélis. Quoi qu'il en soit, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez découvrir Agrum ou simplement nous dire bonjour, avoir plus d'informations. Vous pouvez nous suivre également sur LinkedIn. De toute façon, je pense que vous allez recevoir assez rapidement après la fermeture de ce webinaire un email avec le replay pour pouvoir revoir les conseils de Colomban en live. Merci encore une fois à vous tous et bon appétit et bonne fin de semaine. Merci. Je vais mettre un petit pareil. Smiley. Ah non, moi c'était un petit mot de remerciement. Je ferme peut-être pas tout de suite pour qu'ils aient le temps de récupérer la Bien réponse. sûr, regarde, je suis patiente. Je vois qu'il y a encore beaucoup de participants. Il y a tous les gens qu'on a payés pour venir au webinaire aussi qui sont toujours là. C'est pas mal d'avoir un deuxième avocat dans la boucle pour répondre aux questions quand je sèche. Je pense que l'on va pouvoir faire. Ouais, on va refaire ça. Allez, prochain webinaire sera bientôt programmé. Au revoir tout le monde. Au revoir.